France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. L'Union européenne est-elle encore la championne du droit et de la démocratie? Pour le savoir, nous allons nous tourner vers une institution qui déborde le cadre de l'Union européenne à 27, à savoir le Conseil de l'Europe, une organisation internationale instituée en 1949 qui compte 46 pays signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une institution garante de l'état de droit sur un continent marqué par la guerre en Ukraine et la montée des populismes. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son secrétaire général depuis plus de 6 mois, un Suisse, Alain Berset. Bonjour. Bonjour. Vous nous rendez visite aujourd'hui. Vous avez été conseiller fédéral et président de la Confédération suisse en 2018, en 2023. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, en regardant ce qui se passe à travers le monde et l'Europe surtout, que l'impunité a atteint des niveaux sans précédent ? Ah bah oui, écoutez, je crois qu'on voit bien ce qui se passe avec l'agression de la Russie sur l'Ukraine, on voit aussi ce qui se passe dans d'autres régions du monde. On a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu la force, la violence, la destruction, la guerre et l'impunité qui semblent dominer l'agenda, alors qu'en fait, on veut exactement le contraire. On aimerait un monde fondé sur des règles stables, avec des relations de paix et avec une responsabilité que chacun prend, chaque État prend envers ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. La Russie, qui a siégé d'ailleurs 26 ans au Conseil de l'Europe, a été exclue 3 semaines après son agression contre l'Ukraine. Une exclusion que vous jugez aujourd'hui qui a été utile, nécessaire en tout cas ? Vous savez, d'abord, la guerre en Ukraine a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, ensuite la guerre dans l'est de l'Ukraine. Et à ce moment-là, bien sûr, avec la Russie au Conseil de l'Europe, c'était compliqué, il y avait des discussions, voir ce qui était possible de faire. L'Ukraine est membre aussi, soyons précis. L'Ukraine est membre aussi, bien sûr. Avec l'agression à pleine échelle, je dirais, de février 2022, franchement, pour une organisation qui défend la démocratie, l'état de droit et les droits humains, quand vous avez un membre qui en attaque militairement avec cette violence, cette force, un autre, franchement, c'est pas possible de ne pas réagir. Et donc, effectivement, la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe, ce qui a permis au Conseil de l'Europe de rester très effectif et soutenant pour l'Ukraine et notamment, justement, de porter quelque chose contre l'impunité. Alors, contre l'impunité, en attendant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a 3 ans, il y a eu 6 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine lui-même, enlèvement d'enfants, il y a des crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre des hauts responsables russes. Ça ne les empêche pas de dormir, pas complètement non plus de voyager. C'est quand même un peu l'impunité. Personne ne dit que c'est simple. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez, ce que le Conseil de l'Europe a pu faire, d'abord, c'était créer ce qu'on appelait le registre des dommages. Il s'agit d'enregistrer toutes les destructions aux maisons privées. On a maintenant aussi les décès des proches qui sont enregistrés, toutes les conséquences de la guerre. Et l'idée, c'est d'avoir tout cela avec la plus haute qualité possible d'enregistrement pour pouvoir un jour envisager réparation et reconstruction. C'est cela. Et la guerre est encore en cours. La guerre se déroule actuellement, au moment où on parle, la guerre se déroule en Ukraine. C'est pas du tout terminé. On souhaiterait évidemment que ça puisse s'arrêter dans des conditions qui soient favorables pour l'Ukraine, pour sa souveraineté, pour les libertés qui doivent pouvoir y être exercées. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute la discussion. Non, nous, on se prépare pour pouvoir effectivement être présent au moment où on pourra envisager des réparations. Notamment à travers l'idée d'un tribunal spécial qui sera chargé de juger les crimes d'agression en Ukraine. Il paraît que vous travaillez à ce qu'il émerge. Oui, alors encore une fois, si on ne veut pas que l'impunité l'emporte, alors que le crime d'agression a été reconnu. Il y a eu un vote aux Nations Unies en 2022 qui disait plus de 140 pays ont dit ce qui se passe en Ukraine, c'est un crime d'agression. C'est une agression de la Russie contre l'Ukraine. Et on a constaté juste après qu'il n'y avait pas de cour internationale qui était compétente pour se saisir de ce sujet. Et donc, dans ces conditions, si on ne veut pas que l'impunité l'emporte, on doit réfléchir à la création d'un tribunal dédié. Ça avance. On a besoin pour ça, évidemment, que des États le souhaitent. Le Conseil de l'Europe ne fait pas ça de son côté.
Nous sommes, avec le Conseil de l'Europe, prêts à faire le travail, prêts à mettre tout ça en place si c'est souhaité par des États. On ne travaille que pour des États qui sont partis à des conventions ou pour nos États membres. Vous entendez lutter aussi contre la montée de l'autoritarisme, du populisme, de la désinformation et des menaces qui pèsent sur nos démocraties. Vaste programme. De quelle manière ? Vous savez, d'abord, la démocratie recule un peu partout, et on n'a pas de retour aux années 90. On ne va pas pouvoir dire c'est embêtant ce monde-là, vous savez, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, c'était quand même mieux avant, c'est plus simple. Non, c'est pas possible. On doit en fait faire avec ce contexte. Et donc, la seule manière de faire, c'est de s'adapter, d'adapter le fonctionnement de nos démocraties à ce monde dans lequel la diffusion de l'information, la manière de mener le débat a complètement changé, un monde dans lequel il y a beaucoup plus de fragmentation et de polarisation. Alors, ça veut dire quoi, de repenser la démocratie ? Ça veut dire de tout mettre en place, de réfléchir ensemble à une architecture de sécurité démocratique sur le continent européen. C'est pas seulement l'Union européenne, c'est les 46 membres du Conseil de l'Europe avec une immense diversité. Cela signifie d'adapter nos modes de fonctionnement, notamment par rapport à la culture du débat que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on fait avec les fausses informations qui sont diffusées à dessein dans le cadre de processus démocratiques ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation et la formation des jeunes ? Puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, les géants du numérique américains, soutenus d'ailleurs par Donald Trump, auxquels finalement ils ont donné aussi leur soutien, refusent toute réglementation européenne au nom de la liberté d'expression sur les réseaux. Est-ce que notre continent doit les brider ? Écoutez, vous faites référence là aussi à toute la discussion qui a eu lieu à Munich avec le vice-président Vance au sujet de la liberté d'expression qui ferait défaut sur le continent européen. Franchement, écoutez, moi je m'étais attendu à toutes les critiques possibles et imaginables de la part des États-Unis, trop de régulation, que sais-je moi, trop de vieilles institutions, ce que vous voulez. Voilà. S'il y a bien une critique que j'ai pas vu venir, alors ça je dois l'avouer, c'est la critique sur la liberté d'expression. La liberté d'expression en Europe, elle est absolument garantie. C'est aussi la diversité des opinions. On doit toujours faire attention à ce que ça ne recule pas. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté à dessein, avec des objectifs politiques, de faire exprès de diffuser des fausses informations. Donc évidemment, il faut un certain contrôle. Les médias, pendant des dizaines et des centaines d'années, ont quand même respecté une certaine déontologie. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, avec les réseaux sociaux, chaque personne qui a un compte sur un réseau social devient potentiellement un émetteur d'informations pour le monde entier. Seulement, il n'y a plus la déontologie qui est liée. Alors, il faut évidemment, on doit pouvoir s'attendre à cela, que celles et ceux qui dirigent ces entreprises, ils soient attentifs. Sinon, on mine les conditions même d'exercice de la démocratie. Alors au Conseil de l'Europe, vous voulez aussi renforcer notre résilience face aux ingérences étrangères. Des élections importantes approchent en Roumanie, en Pologne et en Roumanie. On a vu d'ailleurs des présidentielles annulées sous l'influence de TikTok qui avait clairement, lui, voté ou appelé à voter pour un seul et même candidat pro-russe qui plus est. Est-ce que vous regardez de près ce qui se passe là-bas ? Là-bas et ailleurs. On a beaucoup d'élections partout. Vous savez, la démocratie, c'est vivant. Donc, en fait, il faut qu'on vote assez souvent. Et c'est un système qui est très fragile. Et ce système, parce qu'il fait participer les masses à des décisions communes, il est très fragile aux manipulations de l'opinion ou de l'information. Et donc, les ingérences étrangères sont, on le voit de plus en plus fortement. C'était le cas en Roumanie, c'est le cas en Moldavie. Quelles sont les conséquences ? Tout le monde a des réponses différentes. Moi, je ne suis pas en mesure de juger de ce qui s'est passé en Roumanie parce que je n'ai pas les détails. Je constate simplement qu'une cour compétente pour le faire a pris la décision d'annuler les élections et de les refaire. C'est une des réponses possibles. En même temps, il faut que la démocratie puisse s'exprimer et il faut surtout mettre de l'ordre dans ce débat. Tout le monde se plaint d'ingérences étrangères, mais on ne parle pas toujours des mêmes. Quand j'étais en Géorgie, le parti au pouvoir en Géorgie se plaint d'influence étrangère. Le rêve géorgien et qui est pro-russe maintenant. Et il parlait d'ingérence étrangère de la part de l'Ouest et des États-Unis. Si on va en Moldavie, on se plaint d'ingérences étrangères qui viennent de la Russie. Et la manipulation de l'opinion, parce que ce système, c'est le meilleur, la démocratie, il n'y a pas mieux. J'en connais des bien pires, mais il n'y a pas mieux. Par contre, il est très fragile à la manipulation de l'information et de l'opinion. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on soit capable de poser des conditions pour que la démocratie fonctionne dans un monde qui n'est plus celui d'il y a 30 ans. Alors, les États-Unis n'ont qu'un siège, évidemment, le Conseil de l'Europe, c'est l'Europe, donc un siège d'observateur au Conseil de l'Europe. L'administration Trump ne veut plus financer à travers le monde le multilatéralisme, surtout pas celui qui promeut les femmes, l'égalité, les minorités raciales et sexuelles. Et au sein même
du Conseil de l'Europe, vous vivez une certaine bataille des valeurs, puisque vous avez quand même, on le disait, 46 pays qui ne sont pas sur les mêmes bases. La Turquie, la Hongrie, par exemple, refusent de signer une convention contre les violences faites aux femmes. Comment vous arrivez à conjuguer tout cela? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur du Conseil de l'Europe? Alors, il y a la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui fête 75 ans cette année, qui est le texte de base. Et c'est un texte auquel tous les pays membres adhèrent. Et ils respectent non seulement la Convention, ils doivent non seulement respecter la Convention, mais aussi accepter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui sont basées sur la Convention et qui peuvent condamner des violations de droits humains. Ça marche. Après, naturellement, aller plus loin, il y a une immense diversité de contextes, de réalités différentes. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit et les valeurs européennes, on n'est pas en train de voir un mouvement de convergence, on est en train de voir depuis une quinzaine d'années un mouvement où ça diverge. Et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui ne va pas dans la bonne direction. Cela dit, on peut voir le verre à moitié vide, ce que je viens de faire avec vous maintenant. On peut aussi le voir à moitié plein. Les 46 membres du Conseil de l'Europe, par exemple, n'appliquent plus la peine de mort, alors que sur tous les autres continents, des pays l'appliquent. On a quand même atteint des choses, ça c'est le verre à moitié plein, on a atteint des succès, on a atteint des niveaux ensemble qu'on ne retrouve pas ailleurs et que nous devons aujourd'hui défendre, protéger, et on doit se préparer avec ces éléments autour de la sécurité démocratique dont je parlais, cette architecture de sécurité démocratique est donc liée à l'état de droit et aux droits humains pour, au moment où les conditions seront un peu plus favorables, pouvoir de nouveau progresser. Sur les violences faites aux femmes, vous avez raison, c'est un vrai sujet d'importance aujourd'hui. Moi, j'étais très frappé, parfois même choqué de voir dans des pays très avancés une forme de libération de la parole avec des paroles de nouveau inacceptables. Encore une fois, là aussi, ça recule. Mais c'est pas pour les moments où ça va bien qu'on est là et qu'on a besoin des institutions. C'est pas quand il fait beau qu'on a besoin d'un parapluie. C'est quand il pleut. C'est quand le temps est moins bon. Aujourd'hui, c'est à ça que nous sommes confrontés sur le territoire européen. Et je crois que c'est pour des moments comme ceux-là, exactement, que le Conseil de l'Europe a été fondé il y a plus de 75 ans. Alors, le Conseil de l'Europe qui a aussi, dans des rapports, critiqué plusieurs pays européens, la Pologne, la Finlande, la Belgique, pour leur gestion des migrants. Là aussi, la montée des discours populistes anti-migrants ont peut-être fragilisé le droit de ces migrants. La question qui se pose, c'est pas automatiquement de savoir pour quelle raison une personne s'est retrouvée là où elle se retrouve, pour quelle raison elle a pris la route où elle a migré, pour quelle raison elle a voulu changer ses conditions de vie ou a été contrainte de changer ses conditions de vie. Ça, c'est une question dont on peut discuter. C'est une question de nature politique. Comment est-ce qu'on traite, par exemple, dans les États membres, la question des demandes d'asile ? Comment est-ce que c'est fait ? C'est fait de manière différente dans différents pays. Tout ça, ça dépend d'une politique, je dirais, nationale ou de politique nationale. Mais rien ne permet, dans ces conditions, de ne pas respecter la dignité humaine, de ne pas respecter les droits humains. Votre pays d'origine, je le disais, la Suisse, est un peu arc-bouté sur son modèle confédéral des cantons, refuse toute adhésion à l'Union européenne, où elle aurait évidemment, mais l'inverse n'est pas vrai d'ailleurs, où elle aurait tout à fait le droit d'entrer, et a même eu des relations houleuses avec ce club des 27. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant avec Donald Trump qui est en train de couper un petit peu et lancer une guerre commerciale. Vous savez, nous avons disons, sur le continent européen, d'abord des pays qui sont fortement intégrés au marché européen, à la culture européenne, sans forcément être membres de l'Union européenne. Mais cela dit, des pays comme la Suisse que vous mentionnez, la Suisse a des relations très stables avec l'Union européenne au travers d'accords bilatéraux. Alors c'est un peu plus compliqué, c'est même très complexe en fait. On a plus de 120 accords bilatéraux qui règlent tout ça et il y a des discussions qui se poursuivent. Mais la question que vous posez, elle est effectivement essentielle. Est-ce que, confronté à l'agression de l'Ukraine par la Russie, à la présence de la Chine, aux États-Unis qui semblent, dans le fond, créer beaucoup d'incertitudes et se détacher ou remettre en question le lien avec l'Europe, eh bien, nous sommes tous sur le même continent. Et puis, on peut faire ce qu'on veut, mais la géographie, elle est assez têtue. D'ailleurs, Donald Trump, qui véritablement a engagé un bras de fer commercial, la Suisse taxée à 31%, plus que les Européens d'ailleurs. Oui, bon. Nous taxés également et en train de réfléchir à la façon de répondre. Est-ce que ce protectionnisme voulu outre-Atlantique, il est en train aussi de porter atteinte à nos démocraties ? Alors, je pense d'abord que cette manière de faire, en fait, la stratégie qui me paraît présente dans toute cette affaire, c'est la création d'incertitudes.
c'est la création d'incertitudes, c'est le poids de la parole, les annonces et des virages. Regardez, ces droits de douane sont annoncés de manière très claire et ensuite ils sont suspendus pour une certaine durée, et puis après ils vont revenir, peut-être sous une autre forme. Tout ça crée de l'incertitude. Il ne faut pas se laisser trop déstabiliser par cela. C'est naturellement très négatif, mais pour tout le monde. Je veux dire, je pense que les premiers concernés à toucher, si c'était vraiment mis en œuvre, ce seraient les consommatrices et les consommateurs des États-Unis. Mais après, ça a des conséquences dans le monde entier. Donc, il ne faut pas se laisser trop emporter par tout ça. Il faut essayer dans le fond, d'isoler tout ce bruit de fond qu'on a pour recomprendre un peu où est la musique, où est la partition, et de réfléchir, non pas seulement dans l'ultra court terme, on est trop dans le court terme aujourd'hui, hein. On pense, un jour on annonce des droits de douane, le lendemain ils sont suspendus pour 90 jours. C'est quoi 90 jours? C'est rien, c'est une paille. On doit penser à ça, trouver le chemin dans cet environnement très mouvant, mais toujours avoir aussi une idée sur qu'est-ce que nous souhaitons être, où est-ce que nous souhaitons nous trouver dans 3 ans, dans 10 ans, dans 25 ans. Ça paraît hallucinant aujourd'hui de penser à 25 ans, mais c'est dans cet ordre de catégorie qu'on doit penser pour les générations qui vont nous suivre. Et c'est dans cet ordre de catégorie, d'ailleurs, que de certains immenses pays sur d'autres continents pensent. Arrêtons de penser avec l'horizon temporel de la validité d'une publication sur les réseaux sociaux. Pensons à long terme. Voilà, moins d'immédiateté et un peu plus de long terme. Merci à vous, Alain Berset, d'avoir été notre invité aujourd'hui, secrétaire général du Conseil de l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour reparler de droits de douane voulus par Donald Trump. La guerre commerciale aura-t-elle lieu? C'est notre débat tout de suite en compagnie de mes confrères de la chaîne parlementaire et de Xavier Chemiseur. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat d'ici l'Europe, un débat consacré aux tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne après la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump début avril et puis hausse finalement suspendue pour 3 mois par le locataire de Washington à la stratégie si imprévisible, même si finalement, on va la voir, l'acier, l'aluminium et le secteur automobile européen continuent de faire les frais de droits de douane américains à hauteur de 25%. Alors s'ouvre désormais une période de négociation entre Américains et Européens pour s'accorder sur de futurs tarifs commerciaux. Donald Trump, qui a reçu la dirigeante italienne d'extrême droite Giorgia Meloni à la Maison-Blanche, se dit sûr à 100% qu'il trouvera un accord avec l'Europe. Les Américains souhaitent en réalité que Bruxelles supprime certaines barrières commerciales non tarifaires, autrement dit nos normes européennes, écologiques, sanitaires ou encore numériques qui s'imposent aux entreprises américaines sur notre sol. Et puis enfin, malgré cette suspension de la hausse des droits de douane pour l'Union européenne, la guerre commerciale est à son comble entre Washington et Pékin et l'Union européenne pourrait en faire les frais en voyant son marché inondé de produits chinois bon marché. Et pour en parler, 3 invités. Guillaume Clossat, à nos côtés, ancien Sherpa au Conseil européen, fondateur du groupe de réflexion européen Europa Nova, qui a publié son rapport Europe 2040. Demain, c'est aujourd'hui, j'imagine qu'on en parlera. Et puis en duplex, 2 eurodéputés français, Jean-Marc Germain, membre du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen et du PS en France, bien sûr. Marie-Pierre Védrenne également pour le groupe Renew Europe au centre de l'hémicycle et en France, membre du MoDem, le parti du Premier ministre François Bayrou. Alors Guillaume Clossat, cette suspension pendant 3 mois de la guerre commerciale que Donald Trump voulait initialement déclarer aux Européens, est-ce que c'est une opportunité ou finalement une période d'incertitude qui va fragiliser notre économie européenne? D'abord, ce n'est pas une surprise. Contre toute attente, dans la stratégie européenne, il y avait l'idée que les Américains allaient progressivement attaquer d'abord leur noyau dur, c'est-à-dire le Mexique, le Canada, et puis leurs premiers alliés, puis les Européens. Et qu'il y aurait des allers-retours, et qu'il fallait laisser d'abord les premiers attaquer, réagir, avant d'attendre un statu quo où on pourrait négocier. Et donc la situation dans laquelle on se trouve, cette pause de 90 jours, quelque part, en tout cas, des discussions que moi j'ai eues avec la Commission européenne depuis décembre, janvier, même avant l'élection, on s'attendait à ce que les choses se passent à peu près comme ça. Le sujet, c'est que c'est une guerre tarifaire, mais pas que.
Et ce n'est pas seulement une affaire de normes, parce que les Américains aussi ont des normes. Ils ont des normes extraterritoriales qui sont extrêmement invasives aussi, extrêmement problématiques. Et si on peut en discuter, pourquoi pas? Mais il y a aussi une Qu'est-ce affaire qui se joue derrière de cette guerre commerciale? C'est beaucoup plus que ça. C'est que c'est l'idée de prendre les Européens en étau, entre les Américains et les Chinois, et forcer les Européens à s'aligner sur les Américains. Et le délai de 90 jours, ce n'est pas non plus un délai aléatoire. Il n'a pas été choisi au hasard. Il englobe en fait le sommet de l'OTAN qui doit avoir lieu fin juin. Et l'idée, c'est de montrer aux Européens combien ils sont dépendants de la sécurité américaine. Et donc de créer, même pas un rapport de vassalité, un rapport de domination. Donc on est vraiment la cible. Et donc il y a un enjeu pour nous, essentiel, qui est de s'organiser en puissance pour pouvoir être écouté et reprendre l'agenda, reprendre la main dans l'agenda. Parce qu'aujourd'hui, en fait, depuis le jour de l'élection de Donald Trump, chaque jour, il lance un truc et on est réactif. Donc il faut changer d'attitude et arriver à être proactif. Et reprendre la main. C'est pas du tout évident. Marie-Pierre Védrenne, Donald Trump a préféré négocier avec les Européens les futurs tarifs commerciaux. Il a aussi félicité l'Europe, qui considère que l'Europe a eu une bonne réponse. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou au contraire se méfier, se dire qu'il y a quelque chose qui cloche quand Donald Trump félicite l'Union européenne? Il faut effectivement tout simplement défendre nos intérêts, défendre nos législations, défendre nos entreprises. Je rejoins ce qui a été dit par Guillaume Clossard. Il n'y a pas de surprise. Il y a une idéologie qui est défendue par Donald Trump et par son administration. Il s'attaque à l'ordre international, il s'attaque aux intérêts européens. À nous de rester calmes, à nous surtout de rester unis, parce que la vraie force de l'Union européenne, c'est son unité. Alors, que des chefs d'État et de gouvernement aillent discuter avec l'administration Trump, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que l'interlocuteur, ça doit être la Commission européenne et que nous devons être unis et déterminés derrière la Commission européenne et nous devons créer un rapport de force qui est favorable également aux intérêts européens. Donc moi, je pense que nous devons aussi utiliser tout notre arsenal juridique que nous avons contribué à façonner dans le mandat précédent, taxer là aussi où ça peut faire mal, du côté des États-Unis, que ce soit du côté des services, utiliser l'instrument sur la coercition économique. On a un panel large, on doit être prêt à l'utiliser, à avoir une vraie volonté politique pour cela. Reste à savoir jusqu'où finalement peut aller cette riposte européenne et jusqu'où on veut aller. Je vais me tourner vers vous, Jean-Marc Germain. Une suspension de la guerre commerciale, ouf de soulagement pour les Européens, mais finalement, quand les droits de douane s'élèvent à 10%, qu'ils sont encore à 25% sur l'acier, sur l'aluminium, sur l'automobile, la Commission européenne, finalement, a-t-elle été plutôt naïve en suspendant elle aussi les mesures de rétorsion par les 27 juste avant ce revirement américain, d'après vous? D'abord, dans votre question, il y a le fait que il n'y a pas de suspension de la guerre commerciale. Il y a simplement une pause qui est faite à un niveau intermédiaire de 10%, mais rappelons que les droits de douane étaient de 1,97% avant cette hausse. Donc on fait bien face à une hausse sans précédent des droits de douane, même si elle n'est pas aussi élevée que ce qui était prévu. Deuxièmement, il faut avoir, pour juger les mesures de rétorsion que prend la Commission européenne, bien percevoir quelle est la stratégie de Trump. Et pour moi, cette stratégie, c'est une stratégie de long terme qu'il a énoncée à Davos. Il veut que les entreprises qui souhaitent vendre des produits sur le sol américain les produisent sur le sol américain. Il l'a énoncé très clairement en ces termes. D'où ces droits de douane très violents, très importants et imposés sur tous les continents. Ensuite, il a fait face à une réalité qui est que la hausse des droits de douane n'est pas sans conséquence non plus sur l'économie américaine. Peut-être que ça, c'est pas sa principale préoccupation, mais ce qui a dû le faire changer ou en tout cas temporiser, c'est le fait que les bourses sont effondrées. Et n'oublions pas que l'administration Trump, c'est une administration d'oligarques, 13 milliardaires qui sont dans son administration, dans son gouvernement, et ça a un impact très fort. Et donc, que l'Union européenne prenne son temps pour prendre les mesures adéquates, certes, mais la réponse doit être ferme. C'était d'ailleurs le premier mot d'Ursula von der Leyen. Les mesures qui sont prises doivent être adéquates
pour minimiser les dommages sur l'économie européenne et sur les différents pays européens. Et puis surtout, j'imagine qu'on y reviendra, mais il faut se préparer à ce que cette nouvelle situation avec des barrières douanières bien plus élevées que par le passé dure, et donc que l'Europe soit davantage en maîtrise de sa propre production et donc augmenter et stimuler le Made in Europe. Guillaume Clossat, les négociations, ça y est, ont commencé entre Bruxelles et Washington. Est-ce que les Européens peuvent espérer, au terme de cette crise, finalement déboucher sur un accord de libre-échange transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis? La vérité, c'est qu'il y a eu des discussions sur un accord de libre-échange la dernière décennie, que beaucoup d'Européens étaient sceptiques, mais que le blocage a eu lieu parce que c'est les Américains qui n'en voulaient pas. Les Américains n'en voulaient pas parce que, dans leur compréhension des choses, l'Europe était la première puissance commerciale mondiale, industrielle, mais aussi à l'époque en matière de services, et que cet accord allait profiter massivement aux Européens. Et donc il a été bloqué, en fait, et on a vu les dynamiques dès 2013, parce que la population américaine, les dirigeants américains, on se rappelle à la fois que Donald Trump et Mme Clinton avaient dit qu'elle mettrait fin aux discussions, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas favorable aux Américains. La réalité, c'est que c'est toujours pas favorable aux Américains. Et donc, oui, nous, on a intérêt à un accord de libre-échange. En fait, on a même intérêt à étendre nos accords de libre-échange parce qu'on reste la première puissance exportatrice mondiale et de loin, et que la moitié de la création de richesse dépend pour nous du libre-échange. Le temps d'assurer la transition vers une autonomie, ça va durer 1-2 décennies. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles libre-échange. On en a absolument besoin. Alors, le fait qu'on dope notre marché intérieur et qu'on ait une vraie stratégie de croissance, ce qui n'est pas le cas, on a un agenda de compétitivité, mais compétitivité ne veut pas dire croissance. Et les Européens ont besoin de croissance interne et d'augmenter leur potentiel de croissance. Et pour ça, il faut sans doute une relance, mais il faut aussi augmenter la population active. Alors on a grandi avec l'idée d'un marché qui permettait des rapports commerciaux qui adoucissaient les mœurs, un peu comme la musique ou la danse, mais pour danser, il faut être deux. La guerre commerciale, elle est suspendue, mais elle est là. Maroš Šefčovič, le commissaire européen au commerce, l'a clairement dit. Pour lui, l'Union devra faire des efforts importants. Marie-Pierre Védrenne et Jean-Marc Germain, l'Union européenne doit-elle faire des efforts, assouplir ses normes pour trouver un accord avec les États-Unis et finalement renier à ce principe de cette Europe qui protège, qu'on vote en permanence dans nos émissions? Marie-Pierre Védrenne. Assouplir ces normes, non. Assouplir ces normes, c'est pas notre objectif et c'est pas notre rôle. Par contre, il est certain que la politique commerciale est en fait la projection de nos normes intérieures. Donc, je rejoins ce qui a été dit. On doit renforcer notre marché intérieur, véritablement mettre en œuvre ce qui a été prôné dans le rapport Draghi, dans le rapport Letta, et effectivement multiplier des accords de partenariat avec d'autres pays du monde. Mais pour autant, ces accords de libre-échange tels qu'on doit les concevoir ne doivent pas abaisser nos normes. Ça doit être complété par d'autres législations, telles que la réforme des douanes, telles que d'autres enjeux, mais multiplier, diversifier en tout cas nos sources d'approvisionnement pour les rendre plus sûres et plus durables, c'est un élément indispensable à mon sens. Jean-Marc Germain, un mot de Giorgia Meloni, la dirigeante italienne d'extrême droite qui a été reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump se dit sûr à 100%, je cite, qu'il y aura un accord avec l'Europe sur ses tarifs douaniers. Est-ce que sur ce dossier, Giorgia Meloni, par sa proximité politique avec Donald Trump, est un atout pour l'Union européenne ? Je ne crois pas, d'ailleurs elle l'a dit elle-même, qu'elle n'était pas là au nom de l'Union européenne. En revanche, qu'elle ait des rapports diplomatiques avec Donald Trump, c'est tout à fait normal. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, puisque la question de base, effectivement, vous avez raison de le soulever, c'est est-ce que nous, dans cette période où on temporise, dans cette période où on cherche des solutions, qui sont multiples, est-ce qu'on doit, au fond, faire ce que souhaite sans doute Trump le plus, et avec lui ceux qui l'entourent, qui est renoncer à nos normes. Il faut bien entendre ce que ça veut dire concrètement, c'est ce que on est prêt à accepter le poulet lavé au chlore. Concrètement, est-ce qu'on est prêt à accepter le bœuf aux OGM?
et etc., etc. Et sur le numérique, qui est évidemment l'intérêt de son plus proche Elon Musk, est-ce qu'on est prêt à accepter que ces réseaux sociaux ne soient pas régulés et puissent, par exemple, influencer, échanger des résultats d'élections ou propager la haine en ligne? La réponse, elle est claire quand on la pose comme ça, elle est non. Donc négocier autant qu'on le peut, mais vraiment, j'insiste là-dessus. En fait, le doux commerce, c'était l'expression de Montesquieu, c'est le fait que d'échanger entre les uns et les autres ce qu'on sait le mieux faire, effectivement, aboutit à une baisse des prix, à une amélioration du bien-être des consommateurs, mais à terme, ça nous met dans une situation de dépendance absolue, et on le voit bien, le partenaire commercial peut nous faire beaucoup de mal. Et donc, ça repose sur un autre pilier qui est qu'il y ait des démocraties qui soient à la tête des continents avec lesquels on commerce. Et aujourd'hui, le fait que 70% des gouvernements soient dans des situations qu'on appelle de démocratie illibérale est devenu un problème pour le commerce international, parce que cette arme de bien-être se retourne comme une arme économique contre nous. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on doit de toute urgence d'abord protéger les entreprises qui seront concernées. Il doit y avoir un plan massif de l'Union européenne, comme ça a été le cas pour le Covid, pour qu'il n'y ait aucune perte d'emploi dans les secteurs qui soient concernés, et de toute urgence mettre en place à la fois un Buy European Act, c'est-à-dire favoriser, par exemple dans la commande publique, l'achat européen, et un soutien massif à nos entreprises. Malgré cette suspension des tarifs douaniers pour l'Union européenne, eh bien, la guerre commerciale est à son comble entre Washington et Pékin. Et est-ce que l'Union européenne, Guillaume Clossat, doit s'en inquiéter économiquement? Est-ce que ça va retomber sur nous, cette guerre? Bien sûr que ça peut retomber sur nous, dans la mesure où on a besoin à la fois du marché américain et du marché chinois. Et il ne faut pas du tout qu'on soit amené à choisir entre l'un ou l'autre des marchés. La stratégie des Américains, c'est nous obliger à choisir pour le marché américain en disant vous comprenez, on vous apporte la sécurité, et donc vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'accès au marché chinois et la sécurité. D'où cette deadline. Les Américains veulent nous intégrer dans cette guerre contre la Chine. Mais complètement. Et cette guerre tarifaire est aussi un instrument dans cette perspective. Et c'est pas caché, hein, il suffit de discuter avec les responsables de la fondation Heritage qui conseillent Donald Trump. C'est l'objectif stratégique de faire que les Européens se rallient, ou acceptent finalement d'être sous la domination américaine et fassent bloc avec eux contre la Chine. Et c'est pas du tout notre intérêt, c'est pas notre vision du monde. On est pour un monde multipolaire, on n'est pas pour un monde complètement déséquilibré. Et qui plus est, il est hors de question pour nous de nous mettre sous la domination d'une démocratie presque illibérale, parce que c'est en train de se passer aux États-Unis. Et l'autre risque, évidemment, c'est la menace que brandissent indirectement les Américains, c'est-à-dire, mais bon, s'il n'y a pas d'accord, vous allez être submergé de produits chinois. Il y a une alternative, parce que c'est discuter avec les Chinois et on l'a déjà fait dans le passé, sur un package quantité, qualité de produits qui sont acceptés en Europe. Mais il nous faut une grande discussion à l'échelle globale, et je pense qu'il faut créer un rapport de force, un rapport de puissance qui nous permette de discuter avec les Américains, parce qu'aujourd'hui on n'est pas audible. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui est mouvant. On aura l'occasion d'en débattre et d'en redébattre. Merci à vous trois, merci Alexandre, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis dans ce débat qui agitera encore l'avenir de l'Union européenne. Merci de votre fidélité et à bientôt. Restez avec nous pour d'autres informations.